Mobutu Sese Seko, 10 réussites surprenantes et 10 échecs catastrophiques. Le bilan complet. Réalisation numéro 1, la stabilité politique pendant 25 ans, 1965-1990. On l'oublie souvent, mais Mobutu a réussi à maintenir le Zaïre sans coup d'État réussi pendant un quart de siècle. Entre 1965 et 1990, alors que l'Afrique était secouée par des putschs à répétition, au Congo-Brazzaville, au Dahomey, actuel Bénin, en Haute-Volta, Burkina Faso, au Tchad, le Zaïre est resté sous la même autorité. Pas une seule fois, un général n'a tenté de renverser le maréchal avec succès. Pourquoi ? Parce que Mobutu a institué un système de terreur et de clientélisme sophistiqué. Il a divisé l'armée en factions rivales, acheté les loyautés, éliminé physiquement les ambitieux. Il a également créé un parti unique, le MPR, qui contrôlait chaque village. Résultat, un calme plat, une prévisibilité autoritaire. Les Zaïrois savaient à quoi s'en tenir. Ce n'était pas la liberté, mais c'était la stabilité. Aujourd'hui, comparé avec la RDC de Félix Tshisekedi, le pays est en guerre à l'Est depuis plus de 20 ans. Les groupes armés se multiplient. Il y a eu des tentatives de coup d'État, comme celle de 2022 contre Tshisekedi. L'armée est fragmentée. La stabilité politique est un luxe que la RDC n'a pas retrouvé depuis la chute de Mobutu. Pendant ce temps, des dictateurs comme Paul Kagame au Rwanda ont aussi maintenu une stabilité autoritaire et leur pays a prospéré économiquement. Mobutu, lui, a gâché cette stabilité en ne développant rien. Mais le fait brut demeure. 25 ans sans changement de régime, c'est une performance rare en Afrique post-coloniale. Les Zaïrois des années 70 pouvaient planifier leur vie sans craindre une guerre civile. C'est une réussite relative, certes, mais c'en est une. Combien de dirigeants africains peuvent se targuer d'avoir duré aussi longtemps sans être renversés? Bokassa a été déchu en 3 ans, Amin en 8 ans. Mobutu a tenu 32 ans. Cela suppose un talent politique indéniable, même si ce talent a été mis au service du mal. Cette stabilité avait un prix, la peur. Mais pour les investisseurs étrangers des années 70, le Zaïre était un havre de paix comparé à ses voisins. La Belgique, la France, les États-Unis y envoyaient des capitaux. Les mines fonctionnaient, avant leur pillage. Il y avait une classe moyenne, des universités, des hôpitaux, avant l'effondrement des années 80. Beaucoup de Congolais âgés se souviennent de cette époque comme d'une période où l'on pouvait circuler la nuit sans se faire kidnapper. C'est un contraste frappant avec le chaos actuel. Alors oui, la stabilité sous Mobutu était une réussite, mais elle était creuse, car elle reposait sur la corruption et la répression. Reste que sans cette stabilité, le Zaïre aurait peut-être éclaté plus tôt, comme le Soudan ou le Nigeria. Mobutu a maintenu le cadre territorial. C'est son premier mérite, même s'il est amer. Réalisation numéro 2, le rayonnement culturel africain et l'authenticité. Mobutu a lancé la politique d'authenticité à la fin des années 1960. Objectif: débarrasser le Zaïre des noms coloniaux, des prénoms chrétiens, des costumes occidentaux. Il a rebaptisé le pays Zaïre au lieu de Congo, le fleuve Zaïre au lieu de Congo, la monnaie Zaïre Likuta. Il a imposé l'Abacoste, cette tenue sobre sans cravate. Il a interdit les prénoms comme Joseph, Marie, Jean. Lui-même a abandonné Joseph Désiré pour devenir Mobutu Sese Seko. Cette politique a eu un effet profond sur la psyché des Zaïrois. Pour la première fois depuis l'indépendance, on célébrait les noms locaux, les danses traditionnelles, les langues nationales, Lingala, Swahili, Kikongo, Chiluba. Les intellectuels zaïrois, comme Vumbi Lukamba, ont théorisé l'authenticité. Le mouvement a redonné fierté à une élite souvent complexée par l'héritage belge. Dans le même temps, la musique zaïroise a connu un âge d'or. Mobutu a protégé et promu des orchestres comme le Tepeoka Jazz de Franco, l'Afrissa de Tabouley, le Viva la Musica de Papa Wemba. Ces artistes étaient invités au palais, recevaient des subventions. La rumba congolaise, le soukous, ont envahi les ondes de tout le continent. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est fière d'avoir vu la rumba inscrite au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO 2021. Sans la politique d'authenticité de Mobutu,
Cette reconnaissance serait-elle advenue? Peut-être pas. Comparé avec le Sénégal de Léopold Sédar Senghor, qui a promu la négritude, ou avec la Tanzanie de Julius Nyerere, qui a promu le Swahili. L'authenticité mobutiste avait des côtés ridicules, les chansons obligatoires à la gloire du maréchal. Mais elle a créé un socle culturel commun. Les Congolais d'aujourd'hui dansent encore la rumba, écoutent encore Franco. C'est un héritage immatériel que Mobutu a encouragé. Il faut nuancer. L'authenticité a aussi servi à écarter les intellectuels qui critiquaient le régime. Les opposants étaient traités d'aliénés, de vendus à l'Occident. Mais sur le plan purement culturel, Mobutu a fait sortir le Zaïre de l'ombre coloniale. Il a construit des musées, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, organisé des festivals nationaux. Il a fait du 24 novembre, date de son accession au pouvoir, une fête nationale avec des défilés de groupes ethniques. Cette mise en scène, bien que propagandiste, a familiarisé les Zaïrois avec la diversité de leur pays. Beaucoup ont voyagé pour la première fois à Kinshasa lors de ces célébrations. On peut détester Mobutu, mais on ne peut pas nier qu'il a mis la culture au centre de son projet politique. C'est une réussite méconnue. Réalisation numéro 3, l'organisation du Rumble in the Jungle 1974. Le 30 octobre 1974, le stade de la 20 mai à Kinshasa, aujourd'hui stade des Martyrs, a vibré sous les coups de poing de Mohamed Ali et George Foreman. Le Rumble in the Jungle est entré dans la légende du sport mondial. Mobutu a payé 5 millions de dollars de l'époque pour faire venir les deux boxeurs, une somme faramineuse. Il a également offert 10 millions aux vainqueurs. L'événement a été retransmis dans le monde entier. Pendant quelques jours, le Zaïre était sous les projecteurs. On voyait Kinshasa, ses avenues, son aéroport, son peuple enthousiaste. Les journalistes américains ont décrit un pays moderne, organisé, accueillant. C'était du soft power pur. Mobutu voulait montrer que l'Afrique noire pouvait organiser des événements planétaires. Cette réussite est éclatante à plusieurs égards. D'abord, elle a démontré la capacité logistique du régime. Mobutu a fait construire des infrastructures temporaires, mais il a aussi mobilisé l'armée pour la sécurité. Ensuite, elle a créé une fierté nationale. Les Zaïrois se souviennent encore de la danse du poulet d'Ali, du chaos de Foreman au 8e round. Le stade était plein. Des milliers de gens scandaient « Ali, Bomaye »,« Ali, tue-le ». Ce moment d'unité, rare sous la dictature, a soudé une génération. Enfin, elle a attiré des investissements et du tourisme. L'image du Zaïre s'est améliorée à l'international, alors que le pays était souvent perçu comme un repère de dictateurs. Comparé aujourd'hui, la RDC n'a plus les moyens ni la volonté d'organiser un tel événement. Les stades sont vétustes, la sécurité est aléatoire. Le pays n'a pas accueilli une Coupe d'Afrique des Nations depuis 1974, alors que la CAN se déplace régulièrement dans des pays comme le Gabon, le Cameroun ou la Côte d'Ivoire. Mobutu a compris l'importance du sport comme vitrine. Il a aussi encouragé le football, finançant les Léopards qui remporteront la CAN en 1968 et 1974. Le Rumble in the Jungle reste un des grands moments de l'histoire sportive africaine. Même Ali a déclaré « Ce combat n'aurait pas été le même ailleurs. Kinshasa m'a donné de l'énergie. » Mobutu, bien sûr, a utilisé l'événement pour sa propagande. Les caméras ont montré le maréchal aux côtés d'Ali, souriant, en costume d'Abacoste. Mais le résultat est là. Un exploit d'organisation, un succès médiatique, une fierté nationale. Pour un pays souvent caricaturé, c'était une bouffée d'air. Cette réussite est incontestable. Réalisation numéro 4, les infrastructures énergétiques, Inga 1 et 2. Le fleuve Congo est le deuxième plus puissant du monde après l'Amazone. Son débit et sa chute offrent un potentiel hydroélectrique immense. Mobutu l'a compris. Il a lancé la construction des barrages d'Inga, à 250 km en amont de l'embouchure. Inga 1 a été inauguré en 1972, Inga 2 en 1982. Ensemble,
Ils produisent environ 1800 MW, une quantité énorme pour l'époque. Ces barrages ont fourni de l'électricité à Kinshasa, au Bas-Congo et même à des pays voisins comme le Congo-Brazzaville. Ils ont alimenté les mines de cuivre du Katanga via la ligne à haute tension Inga-Shaba, construite plus tard. Sans ces infrastructures, l'économie zaïroise se serait effondrée plus tôt. Aujourd'hui, Inga 1 et 2 sont toujours en activité, bien que mal entretenues. Elles fournissent une part importante de l'électricité de la RDC. Leur potentiel est sous-exploité. On estime que le site d'Inga pourrait produire plus de 40 000 MW, de quoi éclairer toute l'Afrique. Mais les gouvernements successifs n'ont pas su les moderniser. Le projet Inga 3, lancé dans les années 2010, piétine à cause de la corruption et des conflits. Pendant ce temps, la Chine finance des barrages en Éthiopie, au Nigeria, au Mozambique. Mobutu, lui, a eu la vision de commencer. Les barrages d'Inga sont son legs énergétique. Cette réussite est d'autant plus remarquable que Mobutu a dû affronter des difficultés techniques et financières. Il a fait appel à des entreprises françaises, Dumez, Hazel et belges. Il a obtenu des prêts de la Banque mondiale. Certes, une partie de l'argent a été détournée, mais l'ouvrage a été réalisé. Comparé avec le barrage d'Akosombo au Ghana, construit par Kwame Nkrumah, les deux sont des symboles de l'ambition des pères de l'indépendance. Mobutu, bien que dictateur, a eu cette ambition. Il voulait que le Zaïre soit une puissance énergétique. Il ne l'a pas fait pour le peuple, il l'a fait pour sa gloire personnelle. Mais le résultat profite encore aux Congolais d'aujourd'hui. Les transformateurs et les turbines d'Inga 1 ont été rénovés récemment avec l'aide de la Chine. Sans le geste initial de Mobutu, la RDC n'aurait pas cette base. C'est une réussite incontestable, même si amère. Réalisation numéro 5, le pont de Matadi, 1983. Avant 1983, pour aller de Kinshasa au port de Matadi, seul débouché maritime du pays, il fallait soit prendre un bac traversier long et dangereux, soit faire un détour de plusieurs centaines de kilomètres par l'Angola. Mobutu a ordonné la construction d'un pont suspendu sur le fleuve Congo, à l'endroit où le fleuve se rétrécit. Le pont de Matadi, long de 722 mètres, était l'un des plus longs ponts suspendus d'Afrique à l'époque. Il a été construit par une entreprise japonaise, Kawasaki, et financé par des prêts. L'inauguration a eu lieu en 1983 en grande pompe. Le pont a désenclavé Kinshasa, la capitale, en la reliant directement à l'océan Atlantique. Aujourd'hui, le pont de Matadi est toujours en service. Chaque jour, des milliers de camions de marchandises l'empruntent. C'est un axe vital pour l'économie de la RDC. Sans lui, le coût des transports serait beaucoup plus élevé. Les présidents Kabila père et fils n'ont rien construit d'équivalent. Félix Tshisekedi a parlé de nouveaux ponts, mais aucun n'a vu le jour. Comparé avec le pont de l'amitié entre le Sénégal et la Gambie ou avec les ponts sur le fleuve Niger au Mali. Mobutu a compris que les infrastructures de transport sont le squelette du développement. Il a aussi construit le pont sur le fleuve Kasaï à Ilebo et plusieurs routes stratégiques, comme la route Bukavu-Uvira. Bien sûr, l'entretien a été négligé, mais la réalisation initiale est là. Cette réussite est emblématique du faste mobutiste. Des ouvrages d'art impressionnants, mais trop concentrés autour de ses résidences. Le pont de Matadi bénéficie à tout le pays, contrairement au palais de Gbadolit. C'est une exception. Mobutu l'a construit parce qu'il en avait besoin pour son commerce personnel et pour faciliter les déplacements de sa cour. Mais le peuple en a profité. Aujourd'hui, quand un camion de farine arrive de Matadi à Kinshasa, il traverse le pont de Mobutu. Les conducteurs de taxibus qui font la liaison ne pensent pas au dictateur, mais ils utilisent son ouvrage. C'est une réussite paradoxale. On peut la célébrer tout en condamnant le reste. Pour être honnête, le pont de Matadi a sauvé des milliers d'heures de transport et des vies. Le bac était souvent surchargé et chavirait. C'est un héritage concret. Dans la RDC d'aujourd'hui, aucun pont majeur n'a été construit depuis la chute de Mobutu. L'entretien du pont de Matadi est déficient, mais la structure tient.
C'est un monument à l'ambition et à la négligence simultanée. Réalisation numéro 6. Les succès sportifs des Léopards. Cannes 1968 et 1974. Sous Mobutu, le football zaïrois a connu son âge d'or. L'équipe nationale, les Léopards, a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1968 en Éthiopie et en 1974 en Égypte. En 1974, elle s'est qualifiée pour la Coupe du Monde en Allemagne de l'Ouest, la première et unique fois qu'un pays de l'Afrique centrale francophone atteint ce niveau. Même si le Zaïre a perdu tous ses matchs, 0-2 contre l'Écosse, 0-9 contre la Yougoslavie, 0-3 contre le Brésil, la simple qualification était un exploit. Des joueurs comme Kazadi Mwamba, Mwanza Mukombo, Ndaye Mulamba, Bwanga Chimene sont devenus des héros nationaux. Mulamba fut le meilleur buteur de la CAN 1974 avec 9 buts. Mobutu a soutenu le football financièrement. Il a offert des primes, construit des stades, organisé des matchs de gala. Il voyait dans le sport un outil de propagande et de fierté nationale. Les Léopards portaient le maillot vert et jaune, couleur du MPR, et le nom du régime collait à leur maillot. La dictature exploitait leur succès. Mais pour le peuple, ces victoires étaient réelles. Les Zaïrois ont célébré dans les rues, oubliant un instant la misère et la répression. Aujourd'hui, la RDC a du mal à se qualifier pour la CAN. L'équipe actuelle, les Léopards, même surnom, stagne. La fédération est corrompue, les joueurs ne sont pas payés, les infrastructures sont délabrées. Les exploits des années 70 semblent d'un autre monde. Comparé avec le Cameroun, des lions indomptables. Coupe du Monde 1990, 8e de finale, ou avec le Nigeria, régulier. Le Zaïre de Mobutu a montré qu'il pouvait rivaliser. Ce fut une réussite dans le domaine sportif. Elle a une portée symbolique. Elle a prouvé que l'Afrique noire pouvait battre des équipes européennes en match préparatoire. Le Zaïre a battu la France 1-0 en 1973. Malgré l'échec cuisant au mondial, défaite 0-9 face à la Yougoslavie, la plus large défaite de l'histoire de la compétition jusqu'alors. Les joueurs ont été accueillis en héros à leur retour. Mobutu les a reçus au palais, leur a offert des villas et des voitures. Le football était une vitrine. Aujourd'hui, les jeunes Congolais rêvent de devenir footballeurs, mais le système n'est plus là. L'héritage sportif de Mobutu est une fierté passée. C'est une réussite qui mérite d'être rappelée. Réalisation numéro 7. La résilience diplomatique pendant la guerre froide. Mobutu a su naviguer entre les superpuissances avec une habileté rare. Pendant la guerre froide, il a reçu l'aide des États-Unis. Henry Kissinger le surnommait « notre meilleur ami en Afrique », tout en maintenant des relations avec la Chine populaire. Il a soutenu des mouvements de libération comme le MPLA en Angola, ce qui lui a valu la sympathie de l'Est. En même temps, il hébergeait une base de la CIA à Kinshasa. Il a reçu la visite de plusieurs présidents américains, Nixon, Carter, Reagan, et des présidents français, Giscard d'Estaing, Mitterrand. Il a su exploiter la peur du communisme pour obtenir des prêts, du matériel militaire et un soutien diplomatique. En 1977 et 1978, lors des rébellions du Shaba, Katanga, la France et le Maroc ont envoyé des troupes pour sauver son régime. Cette résilience a permis au Zaïre d'éviter l'isolement qui a frappé d'autres dictateurs comme Idi Amin, chassé en 1979, ou Bokassa, déchu en 1979. Mobutu n'a jamais été un paria. Il a accueilli des sommets de l'OUA, siégé au Conseil de sécurité de l'ONU et maintenu des ambassades dans les capitales importantes. Il a aussi servi d'intermédiaire dans des conflits régionaux, par exemple entre l'Angola et le Congo-Brazzaville. Cette position lui a donné un poids diplomatique que la RDC d'aujourd'hui n'a pas. Félix Tshisekedi court après les bailleurs, ne parvient pas à faire pression sur le Rwanda et est souvent ignoré lors des sommets internationaux. La RDC, malgré sa taille, est un géant diplomatiquement faible. Mobutu, lui, était écouté.
Certes, il vendait son pays. Il a permis à la Belgique, à la France, aux États-Unis d'exploiter les ressources zaïroises sans contrepartie. Mais il a su préserver une certaine autonomie. Il n'a jamais rompu avec l'Union soviétique, refusant de signer un traité militaire exclusif avec les USA. Il a reçu Khrouchtchev, puis Brejnev. Il a voyagé à Pékin et s'est fait photographier avec Mao. Cette politique d'équilibre est un exploit. Aujourd'hui, dans un monde multipolaire, la RDC pourrait s'inspirer de cette agilité, mais elle ne le fait pas. Mobutu a compris la diplomatie comme un jeu de poker. Il bluffait, il négociait, il se faisait payer. C'est une réussite personnelle, qui a bénéficié à son clan, mais aussi au pays en termes de survie. Sans ce talent, le Zaïre aurait pu être envahi ou dépecé plus tôt. Cette réussite est cynique. Réalisation numéro 8, le maintien de l'intégrité territoriale malgré les sécessions. Quand Mobutu prend le pouvoir en 1965, le Congo, Léopoldville, est menacé de morcellement. Le Katanga de Moïse Tshombe a tenté de faire sécession de 1960 à 1963, et le Sud Kasaï a suivi le mouvement. Mobutu a achevé la réunification par la force et la négociation. Il a intégré les leaders régionaux dans son réseau clientéliste. Pendant 32 ans, aucune province ne s'est officiellement séparée du Zaïre. Les rébellions du Shaba, 1977 et 1978, n'ont pas abouti à une indépendance, grâce à l'intervention militaire marocaine et française. Mobutu a même réussi à neutraliser les velléités autonomistes du Kivu, du Bas-Congo et de l'Équateur. Il a maintenu le drapeau zaïrois sur tout le territoire. Aujourd'hui, la RDC est un pays à la dérive. L'Est est contrôlé par des groupes armés, M23, ADF, NDC, Zaïre. Le président Tshisekedi ne contrôle pas la région de Beni, de Goma, de Bunia. Des voix s'élèvent pour demander l'autonomie du Katanga ou du Kasaï. La sécession de fait existe. Comparé avec le Nigeria, qui a perdu le Biafra, mais s'est maintenu ensuite. Ou avec le Soudan, qui s'est scindé. Mobutu a évité ce pire. Son autorité, bien que brutale, s'étendait à tout le pays. Il pouvait se rendre à Goma, à Lubumbashi, à Kisangani, sans être inquiété. Les gouverneurs de province étaient ses obligés. Il nommait et révoquait à volonté. Cette intégrité territoriale a permis au Zaïre de rester un acteur régional. Sans cette unité, le pays aurait peut-être éclaté en plusieurs États plus faibles, proie facile pour les voisins. Mobutu a utilisé la force, mais aussi la diplomatie et la corruption pour acheter la loyauté des élites locales. Il a fait du Katanga une vache à lait, mais il a nommé des Katangais à des postes clés. Il a joué sur les équilibres ethniques. Cette stratégie a marché pendant 30 ans. C'est une réussite qu'on ne peut lui enlever. Elle a un coût moral énorme, mais sur le plan du maintien du cadre étatique, Mobutu fut plus efficace que ses successeurs. Les guerres civiles de 1996, 1997 et 1998-2003 ont fait des millions de morts et ont fracturé le pays. Mobutu, lui, n'a connu aucune guerre civile majeure jusqu'à la fin. Cette stabilité territoriale est un bilan paradoxal. Réalisation numéro 9, la survie personnelle malgré les complots. Mobutu a survécu à au moins 6 tentatives d'assassinat documentées. En 1966, des mercenaires belges et des mutins ont tenté de le renverser. En 1967, un complot ourdi par l'ancien président Kasavubu a échoué. En 1969, une tentative d'empoisonnement. En 1975, des opposants exilés ont essayé de le faire tuer. Il a également survécu aux rébellions du Shaba, 1977-1978, où ses ennemis voulaient sa tête. Chaque fois, il a réagi avec une rapidité et une cruauté impressionnantes. Il a fait torturer les suspects, exécuter les meneurs, purger l'armée. Sa garde rapprochée, la DSP, était fanatiquement loyale, bien payée, bien nourrie, prête à mourir pour lui. Mobutu a aussi développé un réseau de renseignement qui infiltrait tous les ministères.
Rien ne se passait qu'ils n'apprennent. Cette survie pendant 32 ans est un exploit. Comparé avec d'autres dictateurs, Moussa Traoré, Mali, a été renversé en 1991, Mengistu Haile Mariam, Éthiopie, s'est enfui en 1991, Siaka Stevens, Sierra Leone, a régné moins longtemps. Bokassa a été déposé en 3 ans. Idi Amin, en 8 ans. Mobutu a duré. Pourquoi? Parce qu'il maîtrisait l'art de diviser ses ennemis, d'acheter des loyautés, de donner l'illusion de la toute-puissance. Il ne s'est jamais endormi sur ses lauriers. Même malade du cancer à la fin, il a tenu jusqu'en 1997. Sa survie a permis au Zaïre d'éviter des transitions chaotiques prématurées. Mais elle a aussi prolongé la souffrance. Aujourd'hui, les dirigeants congolais sont plus fragiles. Kabila fils a survécu 18 ans, mais grâce à une armée loyaliste et à un recours à la force brutale. Tshisekedi, élu démocratiquement, n'a pas la même emprise. Un putsch a failli réussir en 2022. L'exemple de Mobutu montre qu'un dictateur qui sait manœuvrer peut durer. C'est une leçon de realpolitik. Sa réussite personnelle ne profite pas au peuple, mais elle doit être analysée pour comprendre comment le pouvoir absolu se maintient. Mobutu a utilisé la peur, le clientélisme et une intelligence tactique redoutable. Il n'était pas fou comme Amin, ni mégalomane comme Bokassa. Il était calculateur. Cette capacité à survivre est une réussite, même si elle est effrayante. Réalisation numéro 10. Le symbolisme pour la postérité. Une leçon négative. La plus étrange des réussites de Mobutu est peut-être son échec même. Il est devenu l'archétype du dictateur africain prédateur, le symbole universel du pillage des ressources et de la négation des droits. Dans les universités, dans les médias, partout où l'on parle de mauvaise gouvernance, on cite Mobutu. Son nom est associé à la kleptocratie. Cette image sert aujourd'hui de repoussoir. Les dirigeants africains d'aujourd'hui savent qu'ils ne doivent pas être un autre Mobutu, du moins en apparence. Ils mettent en avant la lutte contre la corruption, les réformes, la transparence. Même les dictateurs contemporains, Kagame, Biya, Sassou Nguesso, évitent de se comparer à Mobutu. Cette réussite paradoxale est une leçon pour l'histoire. Mobutu a tellement mal gouverné qu'il a éduqué l'Afrique par l'exemple négatif. Les peuples savent ce qu'il ne faut pas reproduire. Les organisations internationales ont créé des indices de corruption, des conditionnalités, des programmes d'aide à la gouvernance, en partie en réaction à son règne. Au Congo même, les manifestations des années 1990, puis les guerres, puis la transition démocratique, portent l'ombre de Mobutu. Les générations actuelles, même jeunes, ont entendu leurs grands-parents raconter les files d'attente pour l'eau, les soldats racketteurs, les pots de vin pour un acte de naissance. Ce souvenir est un vaccin. Aujourd'hui, quand un ministre congolais est accusé de détournement, on dit « c'est du mobutisme ». Le terme est passé dans le langage courant. C'est un héritage immatériel, un nom qui devient un adjectif. On peut considérer que cette notoriété infâme est une forme de réussite. Elle a servi d'avertissement. Comparé avec d'autres dictateurs moins connus, Bokassa est une caricature, Amin une brute. Mobutu a duré, a volé avec méthode, a construit un système. Ce système a été étudié par les politologues. Sa chute a été disséquée. Aujourd'hui, la RDCA, une constitution qui limite les mandats, une société civile active, des médias indépendants, en partie parce que le traumatisme mobutiste est encore frais. C'est une réussite malgré lui. Le léopard a réveillé les consciences. Échec numéro 10. L'agriculture abandonnée. Le Zaïre, pays riche qui mourait de faim. On commence par le numéro 10, déjà douloureux. Mobutu a hérité d'un Congo qui produisait assez de nourriture pour sa population. Les paysans cultivaient le manioc, le maïs, le riz, les arachides, le café, le palmier à huile. Les routes d'évacuation des récoltes, bien que fragiles, permettaient d'acheminer les vivres vers les villes. Mais sous Mobutu, l'agriculture a été totalement négligée. Les subventions agricoles ont été détournées par les fonctionnaires. Les sociétés de commercialisation,
comme l'Office des cultures vivrières, ont été pillées. Les infrastructures rurales, pistes, marchés, stockages, se sont effondrés. Résultat, la production a chuté. Le Zaïre, qui exportait du café, du palmiste, du coton, est devenu importateur net de denrées alimentaires. Dans les années 1980, des rapports de la FAO montraient que plus de 40% des enfants souffraient de malnutrition chronique. Les campagnes se vidaient. Les paysans abandonnaient leurs champs pour les villes, gonflant les bidonvilles de Kinshasa. Pendant ce temps, Mobutu banquetait à Gbadolite. Il faisait venir du homard d'Europe, du vin français, du caviar russe. Il offrait des dîners à 100 invités avec des tables de marbre. L'argent qui aurait dû financer des semences et des engrais servait à acheter des Mercedes. Aujourd'hui, la RDC reste dépendante des importations alimentaires. Les prix des vivres flambent. La faim est chronique à l'Est et au Kasaï. Comparé avec le Rwanda de Paul Kagame, qui a relancé l'agriculture intensive, coopérative, engrais, irrigation. Le Rwanda exporte du café de spécialité. Comparé avec l'Éthiopie qui a fait des miracles. L'échec agricole de Mobutu est une honte silencieuse. Les dirigeants suivants n'ont pas fait mieux. Kabila père, guerre. Kabila fils, inaction. Tshisekedi, promesse. Mais c'est Mobutu qui a laissé pourrir les campagnes. Il n'a jamais construit un seul barrage d'irrigation digne de ce nom. Il n'a pas créé de banque agricole. Il a préféré piller. Ce numéro 10 est grave. Échec numéro 9. La justice, l'état de droit piétiné, des tribunaux à vendre. Sous Mobutu, la justice n'était qu'une farce tragique. Le président nommait les juges, les révoquait à sa guise. Il pouvait gracier des criminels contre rançon. Les tribunaux civils ne jugeaient que les petites causes. Les grands dossiers politiques étaient renvoyés à des commissions ad hoc ou à des tribunaux militaires sans avocat. La torture était systématique dans les cachots de la DSP à Kinshasa, la fameuse cité de Loua, devenue un centre de détention secret. Les opposants disparaissaient. Les corps étaient jetés dans le fleuve. L'un des exemples les plus célèbres, l'assassinat du journaliste et opposant François Lumumba. Aucun lien avec Patrice. En 1990? Non, plutôt. Le meurtre de l'ancien Premier ministre Évariste Kimba et d'autres députés en 1966. Mobutu a fait pendre 4 anciens ministres en public sans procès équitable. Les juges qui refusaient de se plier recevaient des menaces. Aujourd'hui, la RDC a une justice théoriquement indépendante, mais elle reste corrompue. Les juges exigent des pots de vin pour rendre des jugements. Les prisonniers attendent des années en détention préventive. Les puissants ne sont jamais inquiétés. Comparé avec le Botswana, où l'indépendance judiciaire est réelle, ou avec le Ghana, qui a construit des tribunaux solides. Mobutu a institutionnalisé l'impunité. Son système judiciaire était une mascarade. Il n'y avait pas de séparation des pouvoirs, pas de recours effectif, pas de protection des droits humains. Les femmes violées n'osaient pas porter plainte, car les policiers étaient les mêmes que les agresseurs. Les paysans expropriés sans indemnité n'avaient aucune voie légale. Ce vide juridique a encouragé la prédation. Les ministres volaient en toute tranquillité, sachant qu'aucun juge ne les condamnerait. L'héritage de cette justice fantoche, c'est une culture de l'arbitraire. Aujourd'hui encore, les Congolais disent souvent « la loi, c'est le président ». C'est Mobutu qui a tué l'état de droit. Ce numéro 9 est amer. Échec numéro 8. L'environnement, le pillage des forêts et de la faune. Le Zaïre abrite la 2e plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie, avec des millions d'hectares de biodiversité unique. Bonobos, gorilles des plaines, okapis, éléphants de forêt, etc. Mobutu a vendu des concessions forestières à des compagnies étrangères sans plan de gestion durable. Il a donné des permis d'exploitation à des entreprises malaisiennes, belges, françaises, qui rasaient tout sur leur passage. La déforestation a explosé. Les parcs nationaux Virunga, Garamba, Salonga, Kahuzi-Biega ont été abandonnés à leur sort. Le personnel n'était pas payé pendant des mois. Les braconniers ont décimé les éléphants pour l'ivoire, les gorilles pour le trafic illégal. Mobutu lui-même
offrait des défenses d'éléphants à ses invités. Il avait une collection de têtes d'animaux empaillées. Il ne voyait pas la nature comme un patrimoine à léguer, mais comme une réserve d'argent liquide. Aujourd'hui, les parcs nationaux de la RDC sont toujours en danger. Les gardes de Virunga meurent régulièrement sous les balles des milices et des braconniers. L'Okapi est menacé. L'éléphant de forêt a perdu 80% de ses effectifs depuis 1990. Comparé avec le Costa Rica, qui a restauré ses forêts et transformé la conservation en moteur touristique. Comparé avec le Gabon d'Omar Bongo, puis Ali Bongo, qui a créé un réseau de 13 parcs nationaux. Mobutu n'a protégé que sa propre réserve de chasse à Gbadolité. Il a fermé les yeux sur les trafics. Les villageois qui coupaient du bois pour survivre étaient arrêtés, tandis que les compagnies multinationales défrichaient légalement grâce aux pots de vin. Cet échec environnemental est une tragédie silencieuse. Aujourd'hui encore, la RDC perd chaque année des milliers d'hectares de forêts primaires. Le réchauffement climatique est aggravé par ces déforestations. Mobutu, en pillant la nature, a non seulement appauvri son peuple, mais aussi la planète. Ce numéro 8 est triste. Échec numéro 7. La dette externe, l'arnaque du siècle. En 1970, la dette extérieure du Zaïre était modeste, environ 400 millions de dollars. En 1990, elle avait grimpé à plus de 10 milliards de dollars. Où est passé cet argent? Pas dans des hôpitaux, pas dans des écoles, pas dans des routes. La grande majorité a été détournée par Mobutu et ses complices. Le FMI et la Banque mondiale ont prêté, encore prêté, parce que Mobutu était un allié clé dans la guerre froide. Les conditionnalités étaient levées ou contournées. Les prêts servaient à rembourser des intérêts, à acheter du matériel militaire inutile, à financer le train de vie extravagant du dictateur. En 1984, le magazine Forbes estimait la fortune personnelle de Mobutu à 5 milliards de dollars, l'équivalent de plus de 15 milliards aujourd'hui. Des villas en Suisse, des châteaux dans le sud de la France, des avions, des yachts. Pendant ce temps, le peuple zaïrois s'endettait sans le savoir. Cette dette est devenue un fardeau écrasant après la chute de Mobutu. La RDC a dû négocier des annulations partielles, initiative PPTE, mais une partie demeure. Comparé avec le Botswana, qui n'a presque pas de dette extérieure car il a bien géré ses diamants. Comparé avec la Corée du Sud, qui a emprunté pour investir dans l'industrie. Mobutu a emprunté pour consommer, pour acheter des Mercedes et des villas. C'est l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire économique africaine. Les bailleurs de fonds savaient que l'argent était volé, mais ils continuaient de prêter pour maintenir leur influence géopolitique. Les citoyens zaïrois n'ont jamais vu la couleur de ces milliards. Ils ont vu les routes se dégrader, les hôpitaux fermés, les écoles s'effondrer. Pourtant, ils ont hérité de la dette. Cet échec est systémique. Il montre comment la dictature et la complicité internationale peuvent ruiner un pays. Aujourd'hui, la RDC lutte encore pour accéder aux marchés financiers internationaux à cause du mauvais crédit hérité. Les générations actuelles paient pour les extravagances de Mobutu. Ce numéro 7 est un scandale. Mais nous n'avons pas encore atteint le numéro 1. Échec numéro 6. L'armée. Une garde prétorienne pour un pays sans défense. Mobutu a hérité d'une armée nationale formée par les Belges, qui avait des traditions de corps. Il l'a délibérément affaiblie pour qu'elle ne puisse pas le renverser. Il a créé la DSP, Division spéciale présidentielle, une unité d'élite surpayée, mieux armée, mieux nourrie. Cette garde prétorienne comptait jusqu'à 10 000 hommes. Le reste des forces armées zaïroises, FAZ, recevait des soldes de famine, des uniformes troués, des armes périmées. Les officiers devaient acheter leur grade. Les soldats se livraient au pillage des populations pour survivre. Résultat, l'armée ne servait à rien. En 1996-1997, face au Kadogo, enfant soldat de Laurent Désiré Kabila, la FAZ s'est volatilisée. Les généraux ont fui en emportant les caisses. Les soldats ont jeté leurs uniformes. Certains ont rejoint les rebelles. Aucune bataille rangée n'a eu lieu.
Mobutu avait négligé la formation, la logistique, la stratégie. Aujourd'hui, les FARDC, Forces armées de la RDC, souffrent des mêmes maux. Faible solde, corruption des officiers, absence de professionnalisme. Les groupes armés de l'Est, M23, ADF, NDC, les défient. L'armée est incapable de sécuriser le territoire. Comparé avec l'armée rwandaise, entraînée, disciplinée, redoutée, comparé avec l'armée kenyane ou sud-africaine. Mobutu a préféré acheter des chars d'assaut inutilisables plutôt que de payer la solde des soldats. Il a accumulé des avions de chasse qui n'ont jamais volé, faute de pièces. Cet échec militaire a eu des conséquences désastreuses. En 1997, Kabila a pris Kinshasa sans combat. En 1998, une nouvelle guerre a éclaté, la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale. Mobutu a laissé un vide sécuritaire que ses successeurs n'ont pas comblé. L'insécurité à l'Est, les déplacements de population, les massacres, tout cela découle en partie de l'effondrement de l'armée sous Mobutu. Le numéro 6 est accablant, mais le pire arrive. Échec numéro 5. La corruption systémique. L'article 15 comme constitution. Mobutu a inventé un concept. L'article 15. Ce n'est pas un vrai article de la Constitution. C'est une expression populaire qu'il a popularisée. Débrouillez-vous. Article 15. Volez, trichez, faites ce que vous voulez, l'État ne vous aidera pas. Cette philosophie a gangrené toute la société zaïroise. Les instituteurs volaient la craie et vendaient les cahiers. Les médecins détournaient les médicaments des dispensaires pour les revendre au marché noir. Les policiers installaient des barrages illégaux pour racketter les automobilistes. Les ministres reversaient une partie de leur détournement à Mobutu. Les hommes d'affaires étrangers devaient payer des pots de vin pour obtenir des marchés. Le bakshish était devenu la monnaie officielle. La confiance sociale a disparu. On ne faisait plus confiance à personne. Aujourd'hui, la RDC est l'un des pays les plus corrompus du monde, selon Transparency International. Le réflexe de payer pour tout service est ancré. Un acte de naissance, un passeport, un marché public, tout s'achète. Comparé avec Singapour sous Lee Kuan Yew, qui a instauré des peines sévères, cachot, humiliation publique pour éradiquer la corruption. Comparé avec le Rwanda, où un fonctionnaire véreux va en prison. Mobutu n'a pas seulement volé, il a enseigné le vol à tout un peuple. Il a fait de la prédation une vertu. Les générations qui ont grandi sous son règne ont été formées à l'article 15. Beaucoup d'entre eux occupent aujourd'hui des postes clés dans l'administration, les entreprises, la politique. La corruption est un système, pas un accident. Cet échec est moral et civilisationnel. Le numéro 5 est déjà terrible, mais nous n'avons pas encore vu le numéro 1. Échec numéro 4. L'abandon de l'éducation, le sabordage des universités. Mobutu a déclaré un jour « L'argent de l'éducation, c'est de l'argent perdu, car les étudiants formeront la prochaine génération de révolutionnaires. » Cette phrase glaçante résume sa politique. Il a réduit les budgets de l'éducation nationale. Les professeurs d'université n'étaient pas payés pendant des mois. Ils faisaient grève, mais la grève était interdite. Les étudiants se révoltaient, comme à Lubumbashi en 1978. Massacre. Mobutu a fermé les facultés jugées trop critiques. Le taux d'alphabétisation, qui était d'environ 60% à l'indépendance, a stagné puis baissé. Les intellectuels fuyaient le pays. Ceux qui restaient devaient chanter les louanges du maréchal. Les écoles publiques se sont vidées. Les salles de classe manquaient de toits, de tables, de craie. Aujourd'hui, la RDC a l'un des taux de scolarisation les plus bas d'Afrique centrale. Les universités sont sous-équipées. Les enseignants sont payés avec des années de retard. Comparé avec Cuba, pauvre mais qui a investi dans l'éducation. Comparé avec le Kenya, qui a universalisé l'école primaire. Mobutu a sacrifié l'avenir intellectuel de son pays. Une génération entière de Congolais a grandi sans école. Ceux qui ont pu étudier à l'étranger, souvent n'y sont jamais revenus. La fuite des cerveaux est massive. En
En 2025, le pays manque de médecins, d'ingénieurs, de juges formés. C'est l'héritage direct de Mobutu. L'éducation est le socle de tout développement. En la détruisant, Mobutu a assuré la pérennité de la pauvreté. Ce numéro 4 est accablant. Mais le pire est dans les 3 derniers. Échec numéro 3. L'effondrement de la santé. Hôpitaux vides, épidémie. Le système de santé zaïrois, hérité de la colonie, était fonctionnel dans les années 1960. Mobutu l'a laissé pourrir. Les hôpitaux publics n'avaient plus de médicaments, plus de literie, plus de courant. Les médecins non payés exigeaient des paiements illégaux. Les malades devaient apporter leurs propres seringues, leurs lits. Les épidémies de choléra, de rougeole, de tuberculose ont proliféré. Le taux de mortalité infantile est resté l'un des plus élevés du monde. Mobutu voyageait en Suisse pour ses soins personnels. Il avait une clinique privée dans son palais de Gbadolite, équipée d'appareils de dernière génération, jamais utilisés pour le peuple. Il n'a pas construit un seul hôpital rural majeur. Les missions étrangères, Médecins sans frontières, Croix-Rouge, suppléaient, mais l'État était absent. Aujourd'hui, la RDC a l'un des systèmes de santé les plus défaillants d'Afrique. Les épidémies de Mpox, variole du singe, d'Ebola, de choléra sont récurrentes. Les soins de base restent inaccessibles pour la majorité. Comparé avec le Rwanda, qui a créé un système de mutuelle de santé communautaire. Comparé avec le Costa Rica, qui a investi dans la santé préventive. Mobutu a laissé mourir des millions de Congolais de maladies évitables. Le paludisme tue encore chaque année des dizaines de milliers d'enfants, faute de moustiquaires. Les mères accouchent à même le sol, faute de maternité. Cet échec est criminel. On peut l'imputer à la dictature, mais aussi à la négligence personnelle de Mobutu, qui considérait les soins de santé comme une dépense superflue. Le numéro 3 est effrayant, mais le numéro 2 et le numéro 1 sont encore pires. Échec numéro 2. Le gâchis des richesses naturelles, la malédiction du cobalt et des diamants. Le Zaïre était assis sur un trésor géologique. Cobalt, premier producteur mondial. Fivre, diamants, or, coltan, cassitérite, zinc. Mobutu a nationalisé les mines avec la Gécamine. Mais au lieu de les moderniser, il les a pillées. Il a créé des sociétés écrans en Suisse pour vendre les minerais à prix bradé. Les bénéfices disparaissaient dans des comptes personnels. Les mines sont devenues des gouffres de corruption. Les travailleurs n'étaient pas payés, les équipements s'usaient, les puits s'effondraient. Dans les années 1990, la Gécamine était quasiment en faillite. Aujourd'hui, les mines de la RDC sont contrôlées par des multinationales chinoises, CMOC, MMG, ou par des groupes armés. Le pays ne reçoit qu'une fraction de la valeur de ses ressources. Les routes autour de Kolwezi sont toujours en terre. Les enfants creusent le coltan à la main. Comparé avec le Botswana, qui a su négocier avec De Beers pour construire des écoles et des hôpitaux. Comparé avec la Norvège, qui a placé son pétrole dans un fonds souverain. Mobutu a transformé la malédiction des ressources en malédiction absolue. Au lieu de financer le développement, les mines ont financé sa garde prétorienne et ses villas en Europe. Le peuple n'a rien vu. Cette richesse sous-solaire aurait pu éliminer la pauvreté. Elle a au contraire alimenté la corruption et les conflits. Les guerres du Congo, 1996, 1997, 1998, 2003, étaient en grande partie des guerres pour le contrôle des minerais. Mobutu a créé un vide que les prédateurs ont rempli. Le numéro 2 est un désastre économique et humanitaire.